Au cours des dernières années, j'ai eu la chance de connaître l'impact multigénérationnel concernant le SSPT, les stress post-traumatiques. J'ai également des membres de ma famille, enfants et fils et beaux-fils, concernant l'impact multigénérationnel, notamment chez les adultes. Nous sommes extrêmement reconnaissants d'entendre l'expérience des parties prenantes. Cela a un impact auquel il faut faire face et je pense que cette présentation aujourd'hui sera un véritable catalyseur pour porter ces questions de l'avant. C'est une session que vous ne devez pas rater. Si vous avez besoin d'interprétation en anglais, la présentation sera en français. Vous pouvez cliquer en haut de votre écran sur la fonction interprétation. Vous choisissez la langue et vous aurez une interprétation en direct. Nous aurons également un lien sur la messagerie et vous aurez un PowerPoint qui sera disponible également, disponible après le sommet. Si vous avez besoin d'une aide, vous cliquez sur le bouton orange en haut, le bouton orange à gauche. Cette présentation est très importante. Nous ne la voulons pas différemment. C'est une présentation avec une petite vidéo qui peuvent être parfois difficiles à regarder. Nous vous invitons à participer de la manière qui vous sera le mieux. Vous pouvez euh, décider de ne pas regarder cette présentation ou vous pouvez y participer. Il faut savoir que Guy Dallaire, qui va prendre la parole maintenant, est un vétéran et membre de la famille militaire multigénérationnelle. Il va travailler sur les questions de sensibilisation au traumatisme intergénérationnel au sein des communautés des militaires et des premiers intervenants. Bonjour, je suis Guy Dallaire. Je vais passer vers le français. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci à l'Institut Atlas pour me donner l'opportunité de vous adresser ce matin et vous parler de mon histoire et un peu aussi de la recherche que j'effectue sur les traumas vicariants et les traumas multigénérationnels. Aujourd'hui, je veux aussi remercier le Centre de la famille Valcartier pour me fournir tous les services et m'héberger dans cette présentation aujourd'hui. Donc, merci aux deux organisations pour me permettre de parler de mon expérience puis de ma recherche dans ce domaine encore un peu moins connu, mais que j'espère va, après aujourd'hui, va être plus familier pour vous. Alors, aujourd'hui, ce que je vais parler, tout d'abord, je vais vous parler de mon histoire avec une ligne du temps pour donner du contexte un peu de où je viens puis pourquoi ce sujet m'intéresse et pourquoi je suis ici aujourd'hui à vous parler. Ensuite de ça, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que vicariant, donc qu'est-ce que les traumas vicariants. Et ensuite, je vais vous partager un bref aperçu de mes résultats de ma recherche et quelques petits conseils aussi des grandes lignes qui sont sorties de cette recherche-là que je voudrais partager bien humblement avec vous aujourd'hui. Donc, mon histoire, voici une ligne du temps, un peu un sommaire très bref là, dans mon histoire de vie. Donc, je suis né en 85 d'une famille de militaires, d'un père de militaire qui lui-même était fils de militaire qui a servi mes deux grands-pères, en fait, ont servi lors de la Deuxième Guerre. Puis mon grand-père paternel, lui, a servi dans les Pays-Bas. J'ai un frère et une sœur aînés. Ma mère aussi était elle-même fille de militaire. Donc, on a vraiment une famille là, très ancrée dans le monde des forces armées. Puis, typique de toute famille de militaires, on a déménagé beaucoup. Quand j'ai eu l'âge de 12 ans, j'étais rendu à ma 6e maison. Puis, c'est typique, puis ça l'est encore aujourd'hui. Puis de 85 jusqu'à, comme vous voyez sur la ligne du temps, jusqu'à 94, on avait une vie de famille de militaires relativement normale. Puis
tout était selon ce qu'on s'attend d'une famille typique. Tout d'abord, parenthèse, j'aimerais dire que ma présentation d'aujourd'hui s'adresse pas seulement aux militaires et aux vétérans, mais aussi, ma recherche aussi porte sur les familles des premiers répondants. Fait que c'est une petite parenthèse que j'ai oubliée au début. Alors, en 94, c'est-à-dire en 93, mais c'est en 94 que mon père est revenu d'une mission au Rwanda lors du conflit qu'il y a eu là-bas et du génocide. Et c'est par après, là, qu'il y a des choses, pas immédiatement, qui ont changé, mais que c'est le début d'un changement important, d'un changement de direction dans ma vie et celle de ma famille. Donc, il est revenu de mission. Puis, immédiatement, il avait l'air de quelqu'un assez fatigué, mais au début, on pensait que c'était juste des choses normales. Puis, on n'a pas vu ou vécu beaucoup de choses de ce que lui a vu ou vécu là-bas immédiatement après en famille, parce qu'il a été affecté ailleurs, à Montréal et à Ottawa. Donc, nous, on est resté à Québec, puis lui, il a passé beaucoup de temps là, à l'extérieur pour son travail. C'est en 2000 que pour ma part, j'ai eu plus conscience des choses, qu'il y a quelque chose qui se passait de différent lors d'un incident très public qui a été médiatisé, et sa libération médicale aussi qui était assez publique. C'est rare pour un général 3 étoiles de passer au travers d'un processus de libération médicale pour des raisons de stress post-traumatique. Dans ce temps-là, c'était rare, c'était comme nouveau. Fait que c'est un processus assez médiatisé. Et j'ai commencé à en apprendre plus sur vraiment comment il allait, puis c'était quoi l'étendue à quel point mon père et ma relation avec lui étaient transformés, puis c'était plus comme avant 1994. En 2003, il y a un livre qui est sorti, J'ai serré la main du diable, qu'il a écrit, qui parlait d'une histoire de famille et de sa mission là-bas. Et suivi de ça, une tempête médiatique où il allait beaucoup parler justement de sa blessure et des événements. Et j'utilise le terme blessure pour inclure tout ce qui est syndrome de stress post-traumatique et blessure de stress opérationnel. Donc, je référais à ces termes-là simplement avec le mot blessure. Puis, en le voyant à la TV, en l'écoutant à la radio, puis en lisant les premiers chapitres de son livre, j'ai appris plus sur l'histoire de ma famille et sur ce qu'il a vécu là que toutes les années avant, depuis qu'il est revenu. Puis des choses que je ne savais même pas sur ma propre famille ou sur mes grands-parents avant non plus. C'était juste pas quelque chose qu'on parlait ou que je connaissais. Fait qu'à partir de ce moment-là, en moi, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer, puis à comprendre, puis à mieux voir, puis qui m'ont permis de comprendre pourquoi, au fil des années, depuis que mon père est revenu, c'était pas comme avant la relation que j'avais avec lui, mais aussi comment c'était en public, comment on vivait notre famille, comment que aussi, pourquoi il y a des choses qui ont changé. Je ne suis pas ici pour partager des faits personnels, mais il y avait eu des gros changements puis des choses qu'on ne s'attendait pas puis qui étaient assez différentes. C'était juste pas la normalité qu'on avait vécue avant son déploiement. Mais en 2003, quand son livre est sorti, j'ai commencé à comprendre beaucoup plus, puis ça m'a ouvert beaucoup les yeux, mais c'était pas comme à en apprendre tranquillement. C'était comme si quelqu'un avait ouvert un boyau d'incendie de pompiers dans ma face tout d'un coup, puis que beaucoup de choses à apprendre en même temps, en peu de temps, et sans avoir nécessairement l'espace pour en discuter, ou d'apprendre ça en écoutant Radio-Canada ou dans un livre, plutôt que de la personne qui l'a vécu. Puis je vais revenir là-dessus plus tard, sur cet effet-là. En 2005, parce que, comme mon frère a si bien dit, on est une famille qui a peu d'imagination. Donc, je me suis enrôlé dans les forces parce que c'est ça que je connaissais, c'est ça que je voulais, c'est ça que j'aimais. Les 3 enfants, on a servi soit à temps plein ou temps partiel dans les forces armées.
et encore jusqu'à ce jour. Et ça a suivi des années d'une carrière militaire normale pour moi, à temps plein et à temps partiel, avec les Forces armées. Quelques déploiements dans les opérations domestiques et continentales, mais rien de majeur. Je n'ai pas eu l'honneur de déployer à l'étranger. Mais durant ces années-là, j'ai une relation avec différentes relations, dont une avec la femme qui est aujourd'hui mon épouse et la mère de mon enfant. Et au fil du temps, il y a différents symptômes qui ont commencé à apparaître, particulièrement depuis la sortie du livre en 2003, mais au fil des années qui ont suivi aussi. Beaucoup de symptômes comme colère, dépression, anxiété. Quand j'étais, en anglais, on dit triggered. Je pense qu'on pourrait dire déclenché, surtout quand j'étais déclenché par différents événements au sujet, que ce soit les jours du souvenir, dans les médias quand ils parlaient de l'armée à la radio, ou quand j'allais chez des amis ou dans les contextes sociaux, puis on parlait de l'armée, de vétérans ou de mon père. Ah, Guy, comment il va ton papa? Puis, tu sais, nanana, puis ça jase, tu sais. Puis surtout quand dans les occasions sociales, quand il y a de l'alcool impliqué. Puis moi, je buvais peut-être plus que nécessaire parce que c'était une mauvaise habitude que j'ai pris pour compenser, disons. Fait que c'est arrivé quelques fois où, malheureusement, mon épouse a dû intervenir pour me ramasser. Des moments où, lorsque ça venait trop intense, que j'étais trop activé, je devais m'isoler du reste des gens. Puis c'est arrivé quelques fois que mon épouse est venue me ramasser, puis que j'étais complètement démoli, puis plus apte, disons, à rester dans le contexte social, qu'elle me remettait un peu sur le droit chemin pour essayer de finir la soirée juste en faisant une blague autour de ça. Non, je suis correct, j'ai un petit malaise. Puis des fois qu'il a fallu écourter des soirées parce que ça allait plus bien. Puis en 2012, il est arrivé un incident un petit peu de trop lors d'une promenade en voiture. J'ai été vraiment activé par un commentaire anodin d'une amie auparavant, puis que ça a juste fait un boule de neige un peu. Puis c'est un incident en conduite là, sur une autoroute où j'ai dû me garer sur le bord de l'autoroute, sortir de la voiture, puis aller me défouler sur le bord de la route. C'est un comportement un peu anormal à avoir. Donc, celle-là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Puis encore une fois, j'essaie de ne pas rentrer trop dans des détails personnels, mais c'est là où elle m'a dit là, tu vas aller consulter ou c'est fini, nous deux. Puis, tu sais, j'avais déjà eu des déclenchements à la maison, en tel, puis moi aussi en privé, que je sais que c'était pas toujours facile à vivre. Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je me suis présenté, j'ai été voir mon superviseur, qui, de par un hasard, aujourd'hui est redevenu mon superviseur, puis je le salue, puis je le remercie de me donner du temps aujourd'hui pour vous parler. J'ai dit, écoute, j'ai besoin, quelque chose s'est passé, j'ai besoin d'aller consulter. Puis il a été extrêmement réceptif et généreux. Il a dit, parfait, vas-y, pas de problème. Fait que le lendemain, je me suis présenté à la parade des malades. Puis depuis ce jour-là, je consulte encore un psychologue aux 2 semaines. Puis j'ai eu des hauts et des bas. En 2014, je me suis marié. Ça a très bien, tout allait relativement normalement. Et en 2016, j'ai changé d'occupation, j'ai transféré dans la force régulière. Et c'était un nouveau début pour moi. Ma carrière, finalement, prenait l'envol que j'avais essayé de faire depuis des années. J'ai finalement eu mon transfert, puis ça allait bien. Je finis mon bac. On venait de s'acheter une maison. Toutes les choses progressaient de manière fulgurante et j'étais focus sur ma carrière, parce que c'est comme ça que j'ai été moulé. Carrière en premier, le reste, ça va suivre. Ça va te suivre.
Comme on disait, puis là, pardonnez mon anglicisme, mais à l'époque de mon père, puis même encore malheureusement aujourd'hui, c'était if the army wanted you to have a family, they would have issued you one at the counter. You know, pour moi, la famille, ça a tout le temps été un peu secondaire. C'était la mission puis la carrière qui était le service au Canada qui était tout le temps en premier. Juste à temps que je devienne papa en 2017, où involontairement, sans que je le sache, il y a des choses qui ont commencé à changer. Et mon épouse s'en apercevait aussi dans les mois qui ont suivi l'accouchement. Et jusqu'en 2018, où, dû à mon changement de métier, il fallait que j'aille faire des formations. Donc, entre autres, il fallait que j'aille à Gagetown. Et ce qui est arrivé, c'est un problème administratif normal, comme il y a souvent dans les forces armées. C'est qu'on m'a dit, tu pars de telle date à telle date sur un cours. J'ai dit, parfait, je vais être un bon papa, je vais me prendre une semaine de congé avant avec ma famille, passer du temps avec eux autres avant de partir, comme ça, puis ça va me permettre aussi de régler tous des petits problèmes administratifs qu'il y aurait, m'assurer que c'était correct. Et, le jeudi avant que je parte en congé, on m'appelle d'urgence à la salle des rapports. On dit, il faut que tu ailles faire, faut que tu arrives une semaine avant, il y a une préformation, il faut que tu ailles faire avant de commencer ton cours. On cancelle ton congé. Voici tes claims, tes papiers. Pack tes choses tout de suite, prends la route pour Gagetown. C'était pas la première fois que ça m'arrivait. De 5 jours d'avis, tu pars 2 mois, ça m'était arrivé avant. J'avais jamais eu. C'est plate, mais c'était pas des gros problèmes. Mais cette fois-là, il y a quelque chose qui a cassé. Pour plus tard réaliser qu'en devenant papa, mon système de valeurs, sans que je le sache, qui a fait 180 degrés. C'était 2 caporales commis, deux madames qui étaient très gentilles et qui m'avaient toujours bien supporté dans le passé. Alors, j'ai été poli, j'ai dit merci, mais ça aurait été n'importe qui d'autre. Les MP, il aurait fallu qu'ils viennent me chercher parce que j'étais complètement déclenché en colère. Comme je vous dis, pourtant, avant, j'avais aucun problème. OK, fine, j'y vais, c'est tout, mais ça avait vraiment pas. Je ne l'avais pas digéré du tout, puis je ne réalisais pas à quel point je ne l'avais pas digéré. Juste à temps que j'arrive à Gagetown, puis que quelques jours plus tard, je pense à l'entrevue initiale avec mon commandant de peloton, puis que lui aussi, j'ai cassé devant lui, carrément, mettais à pleurer et tout, puis que j'ai failli le prendre et l'étamper lui-même dans un mur. Fait que j'ai été. On m'a envoyé à la parade des malades, là aussi le lendemain. Le PIMED m'a enlevé le droit de manier des armes, ce qui est un peu malaisant quand tu es à l'école d'infanterie de ne pas pouvoir manier des armes. Et j'ai été retourné à mon unité, un peu en disgrâce, quand tu te rapportes au bureau du capitaine adjudant, puis il te regarde, qu'est-ce que tu fais là? Puis pour finalement retourner en thérapie, parce que j'avais arrêté quelques années avant, pensant que j'allais mieux, puis que ma carrière allait bien. Fait que je suis retourné en thérapie et retourné en catégorie médicale pour finalement arriver en 2020 à une libération médicale qui, contrairement à mon père qui était, de par son rôle, très public, moi, c'était très privé. C'était pendant la pandémie, un coin de bureau dans les shacks ici. Signe ça, amène ton stock au QM, ciao, bye. Fait que, la tête baissée en honte, j'ai signé le pied puis je suis parti chez nous. Et heureusement, j'ai eu une transition professionnelle bien. Là. J'ai un emploi aujourd'hui que je suis bien reconnaissant d'avoir et qui m'apporte beaucoup de satisfaction. Et depuis ce jour-là, s'en suivi de continuer d'aller en thérapie, ainsi qu'avec une organisation qui s'appelle Wounded Warriors Canada, des thérapies de groupe, des thérapies de couple, et d'un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, le colonel Chris Linford, qui m'a recommandé, il me semble, matière à partager là-dessus, parce que moi, j'allais là de reculons avec beaucoup de honte parce que, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas déployé, je n'ai pas sauté sur une mine, je n'ai pas fait contact avec l'ennemi, je n'ai pas patrouillé les rues d'une grande ville, tu sais, j'ai pas.
Fait que je me disais: «Je n'ai pas d'affaires ici, je comprends pas pourquoi je comprends qu'il y a quelque chose de pas correct en moi, mais je comprends pas ce que je fais ici en thérapie de groupe avec, tous ces gens». Tu sais, c'est militaires, c'est policiers, pompiers, ambulanciers et c'est lui qui m'a dit: «Non, tu aurais de quoi matière à partager». Donc j'ai commencé à rechercher un peu plus sur ce que j'ai compris avec le terme, c'est les traumas vicariants. Et j'ai commencé une recherche là-dessus pour éventuellement, je vais publier dans un livre. Et ma mission aujourd'hui, qui au début, quand je me suis enrôlé, ma mission, c'est toujours servir le Canada en premier et le reste va suivre. Ma mission aujourd'hui, c'est mon fils, ma famille et son bien-être et de partager mon vécu avec les autres. Pas pour faire peur aux gens, mais pour outiller les gens sur ça. Et quelque chose qui, comme je vais vous partager plus tard, peut être relativement facilement prévenable, preventable, pardonnez mon anglais. Je suis un Army brat, fait que l'anglais-français, des fois, ça veut pas toujours rester dans leur ligne. Alors, voilà, ça, c'est ma ligne du temps en bref. Et ce qui va me permettre de passer à mon prochain sujet, qui est qu'est-ce que les traumas vicariants? Donc, ça provient du latin vicarius, ce qui veut dire changer. Donc, c'est le changement chez quelqu'un. Sauf que c'est un changement qui est amené de l'extérieur. C'est quelque chose de ressenti ou vécu en regardant ou lisant à propos de quelqu'un d'autre. Oui, je suis en train de lire mon PowerPoint. C'est pour essayer d'emphaser les choses. Puis c'est quelque chose qui était vécu, normalement, c'était pas un terme qui était connu, moi, que j'avais jamais entendu. Pourtant, ça fait des années que je consultais. Puis, tu sais, comme tout le monde, je google un peu les blessures. Puis avec mon père et sa blessure, je me considérais un peu renseigné sur le sujet, un peu éduqué. Mais j'avais jamais entendu le terme vicariant. C'était quelque chose qui était plus niche ou propre au monde des professionnels de la santé mentale, des psychologues, des thérapeutes, des travailleurs sociaux, parce que eux, en étant constamment exposés à la journée, tous les jours, sur les histoires, sur les traumatismes des gens devant eux, des vétérans ou des premiers répondants, ou juste des gens qui ont vécu des traumatismes, peu importe de comment ils ont été traumatisés, en étant surexposés à ces histoires-là, ça arrivait qu'ils développaient eux-mêmes des syndromes post-traumatiques. Donc, le terme vicariant vient un peu de là, en étant exposé entre eux autres. Ça restait beaucoup dans le domaine-là. De ce que j'ai réalisé de par mon vécu et de ma recherche, c'est quelque chose aussi, c'est un terme qu'on entend plus aujourd'hui, les traumas multigénérationnels. C'est quelque chose qui commence à être discuté plus. Ça a été beaucoup plus mis de l'avant dernièrement, entre autres avec les pensionnats pour les familles autochtones, où ces gens-là qui ont été enlevés et traumatisés dans bien des cas, ils ont remarqué que ces traumas-là étaient transmis aux enfants aussi. C'est pour ça qu'il y a une des raisons, entre autres, pourquoi il y a des problèmes sociaux, c'est un des facteurs. Donc, voilà pour ce qui est le trauma vicariant. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis, c'est pas juste de par vivre avec un parent blessé et de voir comment ils sont transformés et sont vécus, mais c'est parce qu'aussi, dans le cadre de leur travail, le travail de militaire et de premier répondant, c'est un travail qui est assez médiatisé. Les gens le vivent de par aujourd'hui. Oh, attendez, je vais juste enlever le son parce que je ne veux pas qu'on parle par-dessus moi. Mais ce que vous voyez là, c'est à l'époque, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis toujours. Les médias sont présents sur le terrain avec les chaînes de nouvelles en continu et ils transmettent presque en temps réel les images de ce qui se passe en avant.
Dans l'époque de mes grands-parents, c'était filmé en avant, c'était coupé, c'était arrangé, puis c'était présenté des fois à la radio, puis quand ça se rendait, puis c'était des lettres que les gens envoyaient à la maison. Moi, à l'âge de 7-8 ans, je voyais exactement les images que vous voyez, puis je vivais un peu la mission de mon père. Quand je montais ici à Valcartier pour aller au Louveteau, que ma mère m'amenait, puis qu'il parlait à la radio, puis j'entendais les bombes tomber en arrière, ben j'étais jeune, mais je n'étais pas naïf, là. Je savais un peu ce qui se passait. Puis quand j'arrivais le lendemain à l'école, c'était Ah, t'as-tu écouté telle émission? T'as-tu fait ce que tu as fait hier soir? Ben, je n'irai pas leur dire ça. Fait que ça restait un peu toujours en dedans de moi. Puis c'était mon frère, ma soeur qui on vivait ça ensemble. Et aujourd'hui, avec l'Internet, les communications ont beaucoup aidé les familles à communiquer, ce qui est en soi une bonne chose, c'est de pouvoir parler à son proche, communiquer avec, c'est bien. Partout sur la planète, à cette heure, on peut s'appeler, on peut se parler. Mais par contre, ça amène aussi son lot, l'Internet, avec les médias sociaux, entre autres, qui amplifient parfois de manière pas toujours positive ce qui se passe en avant. Puis des fois, ça prend des gens qui ont des points de vue un peu différents, peut être assez normalement anodin, mais qui peut être très blessant pour un enfant ou une famille qui vivent ça, qui passe au travers de ça. Donc, c'est à la maison, qu'est-ce qui se passe quand le parent revient de son déploiement ou de sa journée de travail qui a été plus difficile. Mais c'est aussi l'impact des médias et de l'Internet qui amplifie ça, puis fait que les familles le vivent un peu aussi avec. Et qu'est-ce qui se passe quand le parent revient? Ben, c'est pas facile de venir sur ce sujet puis de parler de ça, puis de Hey, j'ai vu telle affaire où c'est passé ça. Tu sais, c'est pas. Surtout lorsque la personne est blessée. Puis qu'elle exhibe des symptômes ou que tu vois changer. C'est pas facile de dire je vais parler de ça. Là. Quand moi, je me promenais dans les centres d'achat avec mon père ou que j'allais en public avec, je faisais de mon mieux. J'avais ma tête 360 degrés qui patrouillait. J'avais 10-12 ans, là, puis j'étais déjà en train de checker quasiment mes arcs de tir pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un ou il n'y a pas quelque chose qui se passe ou qui va le déclencher. Puis même chose, quand on allait au cinéma voir un film, j'espère qu'il n'y avait pas une scène trop violente ou trop sensible ou trop sur un sujet des vétérans. C'était tout le temps anxiogène pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le parent revient, bien, c'est que dans le cadre de ma recherche, ce que j'ai découvert, c'est que dans bien des cas, l'enfant ignore ou n'est pas au courant de la blessure du parent et où il est incapable d'expliquer comment et pourquoi la blessure du parent s'est produite. Et dans certains cas, c'est le parent, lui ou elle-même, qui n'est même pas au courant de sa propre blessure parce qu'il ne réalise pas comment il a changé et il ne réalise pas comment ses symptômes, des fois, quand ils arrivent. Mais dans le cas qui me concerne, souvent, c'est l'enfant, il ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Il y a une idée, comme je parlais à cause des médias, mais de ce qui s'est passé, mais il ne sait pas si son parent était affecté ou non, puis à quel point ça l'a affecté. Donc, ça, c'est la première chose. L'enfant, par contre, comme tout le monde de la famille, il est exposé aux symptômes, puis aux manifestations de la blessure parce qu'il vit avec ses parents. C'est pas comme quand tu es un jeune enfant, tu ne peux pas aller dire j'en ai assez de ça, je vais aller vivre avec mes chums ou je vais aller en appartement. C'est tu es là, puis tu le vis tous les jours. Moi, mon père était beaucoup absent, comme je disais, mais quand il revenait les fins de semaine, j'étais assez pour voir que c'était pas comme avant. Donc, il ne sait pas si son parent était affecté, il voit que les choses ont changé puis qu'il y a des symptômes, des fois très prenants et significatifs et importants qui affectent l'enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? L'enfant va s'adapter. Les enfants, souvent, sont capables de s'adapter, ils sont plus résilients qu'on pense, ils s'adaptent. On ne s'attend pas ça d'eux, puis c'est pas qu'on leur demande, mais ils vont s'adapter.
de deux manières. Et ça, c'est sous toute humilité, c'est ce que moi, les grandes lignes que j'ai sorties de ma recherche. Donc, il y a deux choses qui se passent de ce que j'ai remarqué. L'enfant va passer au gris, donc become the gray man. Il va essayer de ne pas faire de vagues. Il va tout faire pour ne pas être un embûche à la mission. Hein, le militaire qui est de s'assurer que quand ils partent, que tout est correct et que tout va bien à la maison. Que quand ou que même pour un premier répondant, qu'il puisse partir à son corps de travail et qu'il n'y a pas de problème. L'enfant va s'assurer de ne pas faire de vagues, que tout est correct, va marcher sur des œufs autour, va essayer c'est ça, be the gray man, essayer d'avoir des bonnes notes, essayer de ne pas être un trouble à l'école, essayer de ne pas se mettre dans le trouble, puis essayer de performer malgré un parent blessé qui essaie d'apprendre à gérer. La deuxième chose qui se passe souvent, c'est ce qu'on appelle la parentification. Donc, l'enfant, le parent étant blessé, est moins apte à prendre son rôle de parent pour les choses autour de la maison et pour aider la famille. Donc, souvent, c'est l'enfant qui va prendre des rôles plus importants que normalement pour aider à ce que la famille continue de fonctionner. Et des fois, va carrément devoir supporter le parent qui n'est plus capable de se gérer à cause de sa blessure. T'as-tu pris tes pilules? T'as-tu mangé? T'es-tu non? Oui, non, OK. Il devient vraiment un proche aidant intense, même si c'est un jeune enfant. Parce que des fois, le parent lui-même, il ne réalise même pas qu'il est juste plus apte. Fait que l'enfant, il compense, il aide pour être sûr que tout est correct. Ce qui est un peu plus complexe parce que quand un parent revient et il manque une jambe, par exemple, ou quelque chose de même, ce qui est en soi terrible, je ne sais pas de minimiser, mais l'enfant le voit la blessure, il comprend qu'il faut qu'il aide à rentrer l'épicerie, puis monter les marches, puis déneiger. Le parent est handicapé, exemple. Mais dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus complexe et moins facile à gérer. Et ce qui arrive, c'est que l'enfant prend toutes ces habitudes-là, tous ces plis-là, et ça devient des habitudes, ça devient procédural, SOP. C'est comme ça que c'est comme ça que ça marche. La maman va asseoir les enfants, on s'assure, papa, il va pas bien, mais on va essayer de faire pour que tout est correct. L'enfant développe des habitudes au fil de sa vie. Et ce qui arrive, c'est que parfois, ces habitudes-là peuvent être transmis à leurs enfants plus tard, lorsqu'ils deviennent adultes. Et c'est lorsqu'ils deviennent adultes que souvent ils réalisent que s'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des plis, qu'il y a eux autres, qu'il y a des déclenchements qui ne comprennent pas pourquoi ils vivent, qui les affectent dans leur vie, dans leur relation, dans leur carrière. Et ils peuvent transmettre ça à leurs enfants, d'où le terme ici multigénérationnel, les traumas vicariants. Alors voilà. Donc, les résultats de ma recherche et quelques petits conseils, puis ça, c'est sous toute humilité, c'est vraiment basé sur mon expérience, c'est ce que j'ai découvert à date. Donc, ma recherche, c'est sur le traumatisme vicariant du point de vue d'un enfant adulte, d'un ancien combattant atteint d'une blessure stress post-traumatique ou d'une BSO, pardon, qui est l'enfant d'un ancien combattant qui probablement été lui-même blessé. Donc, c'est de ce point de vue-là que je vois. Je suis comme moi-même un peu multigénérationnel parce que mon grand-père paternel était. J'en apprends plus aujourd'hui. J'en parlais avec mon père, mais il était probablement lui-même blessé. Et aussi mon père qui a sa blessure. Et que maintenant, moi, aujourd'hui, comme je vous dis, je n'ai pas été à la guerre, puis il y a des choses qui se passent. Ma vie personnelle a été affectée, ma vie professionnelle. L'armée m'a libéré en grande partie à cause de mes problèmes d'adaptation au niveau de la colère, l'anxiété, dépression. Mais je n'ai pas pogné ça en mission. Là. Donc, ensuite de ça, c'est au travers d'entrevues
sécuritaire avec des candidats que le centre de ma famille m'a aidé à trouver des candidats, des enfants adultes de militaires aux premiers répondants. Puis les entrevues sont chapeautées par une travailleuse sociale pour m'aider à que ce soit fait de manière sécuritaire. Et ensuite de ça, je vais prendre tous ces résultats-là, ces données-là, je vais les résumer, puis les témoignages, puis ça va être dans un livre que je vais publier prochainement. Donc, quelques petits trucs ou points qui ressortent à date de tout ça. Tout d'abord, les expériences peuvent varier. Je vais mettre de l'emphase aujourd'hui parce que comme les gens de l'Institut ont expliqué, hier, je me suis enregistré en anglais. Aujourd'hui, je parle en français. Mais aujourd'hui, je vais mettre de l'emphase peut-être un peu sur le fait que les expériences peuvent varier, mais en même temps, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait, les résultats et les effets peuvent être réels. Des candidats qui aujourd'hui, malheureusement, vivent avec des problèmes de consommation de drogue, d'alcool, qui sont médicamentés, qui ont eu des pensées suicidaires. J'en ai vu, j'en ai rencontré. Puis moi-même, j'en suis un exemple. Ça fait juste depuis moins de 2 ans qu'aujourd'hui, je peux dire que je contrôle mieux un peu plus ma consommation d'alcool. Et des idées suicidaires, j'en ai eu aussi. En 2012, quand je me rendais pour une tâche à Ottawa, je n'étais pas sûr si j'allais me pendre en bas de la Tour de la Paix ou si j'allais aller rejoindre mon père à son condo à Gatineau. Fait que les expériences peuvent varier, oui. Puis je ne suis pas ici pour faire peur à personne, mais je veux quand même vous faire comprendre que les effets peuvent exister et que c'est pas à prendre à la légère en même temps. Donc, première chose qui est importante, tout d'abord, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est déjà un bon signe. Et la première chose qui peut aider, c'est la présence du parent. Et je ne parle pas juste de présence comme je suis à la maison, puis l'enfant est là. C'est soyez présent dans sa vie. Quand vous êtes à la job, au travail, sur votre corps de travail ou au régiment, vous êtes là, mais quand vous êtes à la maison, vous êtes à la maison. Okay? Avec une blessure, je sais que ce n'est pas facile de dissocier les deux, mais c'est une première étape, un premier objectif, un premier but, disons. Ensuite, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que l'accessibilité des services est beaucoup plus disponible et facile qu'avant. Il existe beaucoup de programmes, entre autres dans les différentes garnisons, les centres de ressources aux familles militaires, qui ont des soins pour les militaires, pour leurs familles et pour les vétérans, qui sont là, qui sont disponibles. Pour la GRC, au travers d'anciens combattants, pour les différentes corps professionnels des premiers répondants, vous avez vos employeurs et des fois vos syndicats aussi qui ont des programmes pour vous et vos familles. Donc, prenez le temps, allez chercher l'aide qui est là, qui est disponible parce que il n'y a personne qui est expert, puis des fois, avoir un point de vue externe ou de l'aide professionnelle, ça peut vraiment beaucoup aider. Donc, l'accessibilité des services, c'est un gros plus aujourd'hui. Ensuite, agir et non juste des paroles. Donc, comme j'écris, la première étape dans l'escalade de l'usage de la force, c'est la présence. Donc, c'est d'être présent et d'être honnête avec vos proches, avec votre famille, vos enfants, de leur dire « je suis là, je suis peut-être une personne un peu différente, j'ai ci, j'ai ça ». Là, je parle bien sûr d'un cas où vous avez une blessure et que vous le savez. Parlez-en, parce que c'est facile, comme je disais tantôt, si vous êtes une blessure physique, une cassure arrachée, n'importe quoi, c'est plus facile pour les autres de le voir, puis de reconnaître, puis d'aider, puis de comprendre ce qui se passe que quand c'est une blessure psychologique. C'est beaucoup plus difficile. Puis prenez le temps de reconnaître les impacts. Mettez-vous à la place des gens autour de vous, de comment eux autres peuvent vivre ça. Puis ça va vous aider à aller de l'avant. Votre rôle, si vous avez besoin d'aide, obtenez de l'aide. Allez la chercher. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire.
Moi-même, si ce n'était pas l'ultimatum de mon épouse en 2012, fort à Paris, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Mais avant d'en arriver là, prenez le temps, allez pour un check-in s'il faut. Faites-vous évaluer. Ça coûte juste du temps. Puis ça peut valoir la peine. Ensuite, tentez d'arrêter la parentification. Il faut que le parent reprenne son rôle de parent et que l'enfant reprenne son rôle d'enfant. Ça a l'air bien vague, dit comme ça, mais il y a beaucoup d'enfants qui, malheureusement, ils vivent pas la même vie d'enfant que leurs amis à l'école. C'est un aspect très important. Ensuite, la communication en deux sens. Parlez-en à votre enfant, à votre épouse, que ce ne soit pas juste votre conjoint ou conjointe qu'il faut qu'il coach les enfants à essayer de ne pas trop faire des vagues pour ne pas activer la personne blessée. C'est soyez honnête, asseyez-vous avec votre enfant. Vous pouvez leur dire si vous êtes capable de le faire et que vous connaissez votre condition. Dites-le que vous avez une blessure. Oui, c'est la raison pourquoi je suis pas à la maison tel soir, c'est parce que oui, je vais en thérapie, oui, je prends des pilules, oui, mon emploi du temps est différent, mon travail est différent à cause de oui, ça se peut que des fois j'ai de la difficulté ou qu'il faut qu'on parte plus tôt ou que ça va moins bien. Allez pas leur expliquer votre traumatisme, ce qui s'est passé en détail de l'incident ou de l'événement. Les enfants n'ont pas besoin d'être eux-mêmes traumatisés de par ce qui s'est passé. Mais soyez honnêtes et francs, ouverts avec eux et écoutez ce qu'eux ont à dire sur ça. Répondez à leurs questions. Puis si vous n'êtes pas capable, ben allez consulter avec un travailleur social avec eux pour qu'il y ait un dialogue sain pour vous donner la capacité d'avoir cette discussion-là avec votre enfant ou puis vos proches. Ensuite de ça, puis si je ne me trompe pas, je finis là-dessus. C'est une petite formule, c'est la formule du trauma qui, moi, m'a beaucoup aidé à comprendre des choses. Puis ça prend beaucoup des connaissances sur le trauma, incluant le trauma vicariant. Ça l'amène à une formule assez simple. Et c'est pas la fin de toutes les connaissances du trauma, c'est plus une marche sur laquelle vous pouvez monter et en apprendre plus par après. Donc, la formule du trauma, c'est l'exposition à un incident ou à un événement. Ensuite de ça, un processus de gestion des émotions interrompu. Donc, pas avoir l'occasion, suite à l'incident, de processer les émotions, comment on se sent par rapport à ce qui s'est passé. Puis souvent, c'est pas évident, c'est pas propre à ça non plus. De par le travail, on n'a pas tout le temps hey, OK, stop, ce que vous faites, c'est passé de quoi? La situation se porte bien plus souvent à ça. Suivi d'une réponse sociale négative. L'exemple typique, c'est les casques bleus qui ont été déployés en Bosnie, qui ont vu des choses absolument très difficiles. Ils ont continué leur travail, fait leur tour là-bas, travaillé des temps épouvantables, puis ils n'avaient pas le temps de s'asseoir et de réfléchir sur ce qui se passait. Ils reviennent à la maison, débarquent de l'avion, en cachette, ils reviennent la nuit et le soir quasiment la tête penchée parce que c'était très peu médiatisé, puis l'armée essayait de cacher ça. C'était une autre époque, c'était pas apprécié autant qu'aujourd'hui, disons. Et ensuite de ça, une réponse sociale négative dans le sens que souvent les gens, la société civile ne savait pas trop ce qui se passait, la famille ne savait pas trop ce qui s'est passé. Quelqu'un fait un commentaire déplacé, il y a un reportage ou un article peu reluisant. C'est tout ce que ça prend pour que se cristallisent en eux toutes ces émotions-là en un trauma. Puis c'est la même chose chez l'enfant. Vous pouvez adapter cette même formule-là pour l'enfant, le trauma vicariant, qui est exposé à la blessure de son père et du parent, du père ou la mère, de tous les symptômes qui
peut pas vraiment en parler à ses amis parce que ses amis ne comprendront probablement pas. Ne peut pas en parler aux parents blessés parce qu'ils ont trop peur. Il ne veut pas faire de vagues, fait qu'il garde ça en dedans de lui ou elle. Et des fois, il a une réponse sociale négative dans le sens qu'ils essaient d'en parler à quelqu'un, ils se font un peu rire d'eux, ou les gens ne comprennent pas, puis font des commentaires déplacés, ou eux autres aussi, ils voient dans les médias des reportages un peu reluisants sur le travail de leur père ou de leur mère. Et même chose, ben, se cristallise ensuite toutes ces émotions-là en un trauma avec les symptômes que je vous ai déjà partagés de mon vécu et des gens comme les candidats que j'ai interviewés. Alors voilà, je sais que j'ai fait plus que 40 minutes. Je ne veux pas dépasser trop mon timing. Et je serai maintenant rendu à une période de questions s'il y en a. Merci, Guy. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions. Merci beaucoup pour votre patience. On a eu des petits problèmes techniques. C'est notre premier sommet virtuel. Merci beaucoup pour votre compréhension. J'espère que vous avez pu suivre nos débats et nous avons essayé de répondre à toutes vos questions dans la messagerie pour faire face aux petits problèmes techniques. Guy, merci beaucoup pour l'honnêteté de votre témoignage. Je comprends tout à fait ce que ça a dû représenter pour vous, toutes ces émotions concernant vos parents, également ce par quoi vous avez dû passer pour faire face à votre expérience. Très important, ce que vous avez souligné sur la présence, être présent. Nous avons bien compris que les enfants vont s'en sortir, on va pas leur en parler euh, pour sauvegarder les apparences. On ne veut pas les inquiéter, mais parfois on ne comprend pas, on ne réalise pas combien les enfants peuvent absorber ce qui va mal. On n'a pas idée de cela. Donc maintenant, je vais maintenant passer à la question-réponse. Les gens vous remercient, Guy, pour ce que vous avez fait. Il y a une recommandation pour un programme sur les addictions. On, on essaye d'avoir un certain nombre de ressources concernant les programmes touchant l'addiction. Quelques questions. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître le traumatisme intergénérationnel sans faire peser la culpabilité aux anciens combattants et comment ceux-ci pourraient parler avec les parents, avec les enfants, et si les vétérans ou les coparents par exemple, comment est-ce qu'ils pourraient parler de ces questions et reconnaître et sans que bien évidemment les vétérans se sentent coupables. C'est une très bonne question. Je pense que mon père aurait été plus habilité que moi de répondre, mais comme père moi-même, en tant que papa, je me demande comment est-ce que je pourrais parler avec mon fils de ces questions. Il y a un risque, il faut le reconnaître. Ça n'est pas quelque chose qui est facile. La personne blessée doit se protéger, et si ils ne se sentent pas capables, je ne vais pas leur dire faites cela quel qu'en soit le coût, à n'importe quel coût. Je pense qu'il faut être ouvert, parler de cela de manière ouverte, mais il faut pouvoir le faire. Il faut que cela soit également sécurisant pour la personne blessée, elle-même touchée. Et si vous avez besoin d'aide, de soutien, également, parlez-en avec votre psychothérapeute. Comment est-ce que vous pourriez aborder ces questions pour trouver la meilleure manière de le faire? Également, travailler avec des travailleurs sociaux, également votre centre de santé local, ou alors quelque institution que l'on puisse vous conseiller en termes de santé mentale. A- Amener votre enfant avec vous. Et ainsi,
vous pouvez proposer à cet enfant qui sera exposé à ces symptômes d'avoir une aide, un soutien psychologique. En espérant que ça ne soit pas un trauma vécarien. Mais ça n'est pas facile, je reconnais, hein, volontiers avec vous. Je comprends. Je n'ai jamais porté l'uniforme, mais j'en ai parlé avec mon mari. Il faut savoir que le SSPT, le stress post-traumatique, euh, est parfois très difficile lorsque on sert à l'étranger. Et ça n'est pas facile du tout d'en parler avec la famille. Une dernière question, s'il vous plaît. On a reconnu dans la messagerie que parfois il est difficile d'avoir accès à euh, des ressources en anglais. Est-ce que vous pouvez répondre en anglais ou en français? Nous sommes reconnaissants que vous ayez parlé aujourd'hui en français. C'est très important. La question est, votre papa a eu affaire à un soutien psychologique. Est-ce que cela vous a aidé dans votre propre expérience? Mon père a reçu un traitement, certes, dans les années 90. Il a reçu un traitement au sein des hôpitaux des anciens combattants, un partenariat avec les États-Unis. Il y allait à des sessions une fois par mois avec ma maman et je me souviens y aller une ou deux fois avec eux. J'étais assez jeune, hein. Ce que je comprenais, c'est qu'en fait, j'avais un week-end avec mes parents. Je comprenais pas tout à fait ce qui se passait. Pour moi, je partais en vacances avec mes parents, c'est tout. Donc, j'ai envie de dire que non. J'ai envie de répondre non, alors que mon père recevait un traitement. D'ailleurs, il continue ce traitement aujourd'hui. Et il a réussi à vivre mieux avec euh, cette pathologie. Mais pour lui, recevoir un traitement ne m'a pas aidé personnellement. Mes parents ont compris que quelque chose n'allait pas chez moi. Lorsque j'étais au lycée, ils m'ont emmené à un psychologue au centre-ville. Et je me regardais ce psychothérapeute, ce psychologue, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ça n'était pas une très bonne expérience pour moi. Donc ça m'a pas vraiment aidé. Ça l'a aidé à lui, parce qu'il en a toujours besoin aujourd'hui. Il est toujours là avec nous aujourd'hui. Et Dieu merci. J'espère que, je sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Donc malheureusement, le temps file beaucoup trop vite. Merci beaucoup pour votre présentation. Je pense que nous allons proposer un enregistrement en anglais. Les présentations PowerPoint seront disponibles. Je vois que notre maître de cérémonie souhaite prendre la parole. Et Guy, j'aimerais vous remercier profondément pour votre présentation. Ce que vous avez dit m'a énormément touché. Vous avez compris que votre relation avec votre père avait changé. Et comment cela aurait-il pu être autrement? Ce n'était bien évidemment plus comme cela était auparavant. Ces questions de santé mentale, ça n'est plus quelque chose sur lequel on peut faire fi. C'est quelque chose qui reste, qui résonne dans la famille. Les ressources sont très importantes, mais encore plus important, c'est les décisions que l'on prend, les actions que l'on entreprend. Donc merci beaucoup pour votre joint à nous. Merci beaucoup, Guy, merci. Vous êtes une maman de deux enfants. Qu'est-ce que vous pourriez vous nous dire? En premier lieu, j'ai envie de dire que cette aventure qu'il a dû entreprendre, sa femme a été d'une grande aide. Dans beaucoup de familles, nous sommes les premières à faire face à ces changements, à les comprendre, à les appréhender. Très important de garder le canal de communication ouvert. La communication est clé, elle est très importante. Je n'ai pas appris ça du jour au lendemain. Ça a été une véritable expérience, avoir une aide psychologique, pouvoir avoir accès.
facilement, j'ai envie de vous dire que lorsqu'il était, adolescent, ses parents ont également fait ce qu'ils devaient faire. Donc, essayer de garder toujours le canal de communication ouvert. Parfois, le soutien, même s'il est assez lointain, a une grande importance. Également, un autre enseignement de sa présentation, c'est être présent, la présence, éduquer les enfants, leur apprendre ce qu'il en est de votre propre problème médical, ne pas avoir peur. Demain, nous allons avoir un intervenant sur l'impact sur les enfants demain et avec certains outils qui vont être proposés. Donc, demain, je vous demande d'être bien là. Nous allons parler de l'impact sur les enfants, mais un grand merci à la présentation de Guy. Euh, Cela fait partie de, c'est une partie de notre communauté qui a besoin de beaucoup plus de ressources. Merci, merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons pouvoir présenter notre prochain intervenant.